Le gars, il me dit 16 CD, tu vois. Et moi, je capte, j'ai un doute en fait. Je dis, c'est 16 ou 60? Il me dit 60 CD, tu vois, il a capté que je suis francophone et que je comprends pas bien. Donc maintenant, là, il commence à appuyer maintenant sur le truc qui me perturbe. Donc moi, dans la panique, j'ai dit, bon, je vais lui donner 60 CD. Si c'est pas ça, il va me redonner le reste. Je lui ai donné les 60 CD. Il m'a regardé, il a pris. Il n'a pas dit non, c'est pas ça. Et je descends, puis je dis à mes amis, genre, quand vous prenez le taxi, vous prenez de là à là, ça coûte combien? Les gars me disent, non, man, c'est 13, bon, maximum 16, quoi. Il a attrapé ma tête. Je dis ça, mais il faut voir un peu comment les entrepreneurs nationaux nous vendent des prix ultra élevés sous prétexte du made in. En tout cas, Côte d'Ivoire, c'est mieux. Yeah, subscribe, follow us, all of that, like type shit. There in the Bronx, like, you know, we're doing some sign gangsta. La dernière fois, je regardais une stat et je me suis rendu compte qu'en Afrique francophone, il y a 14 pays. Et la stat disait qu'au Ghana, il y a plus de milliardaires que dans toute l'Afrique francophone. Et là, pour moi, c'était lunaire, en fait. Donc, le Ghana, qui est un pays anglophone, a plus de milliardaires à lui seul que tous les pays francophones. Je me disais, mais d'accord, donc ça veut dire qu'en fait, en Afrique francophone, on est beaucoup en arrière par rapport aux pays anglophones. Et là, ça m'a poussé à me poser des questions de mentalité. Donc qu'est-ce qu'est la mentalité? Donc, on va essayer d'en discuter un peu aujourd'hui, ok? Donc, salut les gars, comment vous allez? Je sais pas, bonne semaine, je suis rentré dans le vif du sujet, mais c'est vraiment parce que moi, ça m'a choqué un petit peu, cette stat. Moi, je suis d'accord avec toi, et au-delà même de l'Afrique francophone, moi, je pense que j'ai vu un truc aussi pareil, où il y avait le nombre de milliardaires africains. Et quand tu regardes la liste des milliardaires africains, bah, il y a 10 milliardaires qui viennent des pays anglophones. Donc, tu as des pays comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Et je pense qu'il faut remonter très loin dans le classement pour retrouver la trace d'Afrique, de personnes d'Afrique francophone. Donc, moi, tout ça, ça me choque et ça rentre dans la même ligne de ce que tu as dit. Et je trouve que le sujet il est passionnant. Et concernant ma semaine, je préfère laisser Joanne commencer. Non, mais en vrai, moi, ça m'étonne, mais ça me choque pas tant que ça. On pourra en discuter un peu plus tard, mais en vrai, quand j'entends ça, je me dis pas, waouh, la dinguerie, je m'y attendais un peu. Maintenant, pour ma semaine, moi, franchement, une semaine, somme toute assez fatigante. Vous savez, quand on est un cadre, on travaille énormément. Ok, donc si on revient enfin, moi, ma semaine s'est bien passée aussi. Si on revient au sujet de base, donc là, en fait, on va essayer de comprendre quelles sont les différences notables, tu vois, entre les... Enfin, pas forcément les pays anglophones et les pays francophones, mais plus en question de mentalité, de structure, de culture, etc. On va commencer dans la globalité, donc vraiment dans la généralité, tu vois. Et puis, on va se focus un peu plus sur l'Afrique pour comprendre. Parce que ce qui est notable, c'est que on a hérité, on va dire, de certains traits de ces pays-là vis-à-vis de la colonisation, etc. Donc, on va voir comment tout ça se dépeint au niveau de l'Afrique. Moi, enfin, ce que je retiens, parce que, un peu comme vous, j'ai eu la chance de faire un pays francophone, un pays anglophone aussi dans le cadre de mes études. Et ce que je retiens surtout dans ce domaine-là, c'est-à-dire domaine des études, tout ça, c'est qu'on a une liberté qui est différente. C'est-à-dire, tous ces pays prônent la liberté d'expression, liberté de penser. Mais par exemple en France, quand je venais faire mes études ici en France, c'est beaucoup plus structuré, on met l'accent beaucoup plus sur, tu vois, le côté abstrait et tout ça. Surtout par exemple quand tu fais une école comme Polytechnique, tu vois, c'est beaucoup plus scientifique, etc. Aux États-Unis, nous, on était beaucoup plus focus projet, tu vois, développement individuel. Il y a du collectif aussi, mais c'est vraiment en termes de qu'est-ce que tu peux apporter comme capacité. Et puis de aussi, tu vois, peut-être repenser même, tu vois, le système, beaucoup aussi de capacité entrepreneuriale. Donc, tu vois, comment est-ce que tu penses le monde, tout ça. Je me rappelle, on a fait un cours, enfin, j'avais un cours d'entrepreneuriat même aux États-Unis, où à la fin du cours, il y avait un projet qui était choisi, qui était financé, tu vois, par l'université. Okay. Donc, tu rentrais directement dans l'incubateur de l'université, et puis on t'aidait à développer, monter, financement, etc. Donc, c'est vraiment... C'est différent. Moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, j'allais même sur cette vision-là. Je pense que quand tu vises un monde entrepreneurial, donc une carrière dans l'entrepreneuriat, je pense que tu as tout intérêt à rentrer dans le monde anglophone. Pour plusieurs raisons. Donc là, déjà, ce que tu as cité comme le fait qu'ils sont vraiment orientés projet. Donc, tu vas faire de la théorie, mais ce sera beaucoup de pratique. Surtout. Et aussi, déjà, tu touches un plus grand nombre de personnes. Quand on regarde des personnes qui parlent anglais, qui ont facilement accès à ton produit du fait que tu parles anglais, bah, évidemment que le monde anglophone est meilleur que le monde francophone. Et donc, alors que au contraire, quand tu prends au niveau de la francophonie, de manière générale, c'est plus orienté théorie, salariat, et il y a plein de trucs qui montrent ça. Hein. Donc, tu vois, la manière même de penser, tu vois, les universités, c'est vraiment calqué sur les meilleures universités. Donc, si tu as une bonne université, automatiquement, ta carrière, elle est quasiment là, quoi. Alors que dans le monde anglophone, il y a l'impression que il faut que tu aies des expériences. Tu vois, ça a l'air bête, hein, mais quand on a fait notre bachelor au UK, immédiatement, vu qu'on a le côté francophone qui est dans notre tête, on dit, bon, il faut enchaîner avec le master. Alors que, bah, en Angleterre, t'as pas forcément besoin d'enchaîner directement avec le master, tu vois. C'est bien d'avoir le master, mais en général, ce que les gens font, ils font, après le bachelor, 2-3 années de travail pour capitaliser sur la théorie qu'ils ont apprise, et après, ils vont faire un master pour se spécialiser. Parce que si tu n'es pas allé sur le terrain pour savoir ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, bah, comment tu te spécialises? En fait, tu te spécialises sur la théorie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en vrai, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Non, mais c'est, juste avant c'est hyper vrai parce que même quand tu regardes aujourd'hui les fiches de poste, les descriptions de poste aujourd'hui, tu vois notamment la différence, hein. Tu regardes en France, ils vont demander par exemple minimum un niveau master, école d'ingénieur, tout ça pour les postes, tu vois, qu'on vise, etc. Pour ces mêmes postes-là au UK, ils vont te demander un bachelor.
avant de monter un bachelor. Et encore plus, c'est-à-dire que le bachelor, il est encore plus ouvert en termes de discipline, tu vois. Il n'y a pas de demander forcément un bachelor en ingénierie dans le, tu vois, dans le domaine que tu as fait. Ça peut mettre un bachelor of arts, donc un truc, tu vois, de littérature et tout ça. Je me rappelle, j'avais discuté avec des consultants au UK et c'était des gars, tu vois, qui avaient fait, par exemple, des bachelors en littérature, art théâtral, tout ça, et qui étaient consultants, je sais pas moi, en énergie, un truc comme ça, parce qu'ils s'étaient intéressés, tu vois, à ce domaine. Donc, ils avaient développé des compétences, des connaissances dans ce domaine, etc. Mais leur éducation, enfin, on va dire leur formation de base, n'était pas forcément en lien avec ce qu'ils font aujourd'hui. Donc là-bas, ils vont privilégier plus qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur, plutôt que qu'est-ce que tu as étudié, où est-ce que tu as étudié. Et ça rentre quand même en ligne de compte aussi, où est-ce que tu as étudié. Mais je pense francophonie, que ce soit Europe ou Afrique en général, peut-être, comme tu as dit, ça remonte sûrement à la colonisation ou ça a des liens avec la colonisation. Mais comme vous avez dit, c'est une méritocratie, il y a beaucoup trop de théorie. Donc, de ce que moi j'ai vu par exemple en France, dès que tu passes ton bac, tu vas chercher à charbonner de fou, des fois même QB, c'est-à-dire faire une troisième année au lieu de 2 pour arriver à entrer à Polytechnique, Centrale, etc. Et comme tu as dit, bah, c'est que du papier, donc ça va faire des équations, etc., etc. Et c'est quand tu vas travailler, essayer de mettre un peu plus en pratique. Alors que de ce que j'avais vu et qui rentre aussi dans ce que tu disais, Messi, aux États-Unis par exemple, les grosses écoles du style Harvard, etc. Quand tu quittes le lycée, il y a des lycéens qui ont déjà des expériences pratiques. Depuis le lycée, on les met dans des cadres où ils vont faire des projets de robotique, de trucs. Parce que si tu viens uniquement avec des notes, ils sont 300 millions, il y a 10 millions de petits qui ont d'aussi bonnes notes que toi. Comment tu te démarques? Du coup, peut-être, c'est deux systèmes de compétition différents, mais la mentalité globale du truc fait que, bah, il y a un système qui prend plus les Américains, c'est plus des doers, ou je sais pas comment ça s'appelle, alors que les Français, c'est les knowers. Genre, je sais comment on fait, mais ok, tiens, faut faire. Tu sais pas forcément, il peut, mais j'ai l'impression que ça change quand même. Et récemment, il y a plus de choses reliées aux startups, aux incubateurs, la station F, je sais pas si c'est un incubateur. En tout cas, c'est un coin, il y a de plus en plus de personnes. Donc, je pense que c'est en train de changer en tout cas. Mais pour revenir à l'exemple du début de Messi, c'est ce cadre-là qui permet d'avoir facilement des milliardaires qui vont après réinjecter, s'ils le font évidemment, les bénéfices de leur activité dans ton économie. Et ça, si la manière dont nos économies, en tout cas en Afrique francophone, donc on rentre un peu plus dans le truc, mais en Afrique francophone sont structurées, c'est difficile pour nous d'avoir des milliardaires. Et donc, évidemment, l'économie, elle nous appartient pas et donc on a des difficultés. Alors, difficile, justement, on va entrer dans le cas des difficultés. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par difficile? C'est-à-dire, est-ce que pour un citoyen d'un pays d'Afrique francophone, il a moins les moyens de se développer, de participer à l'économie, de générer une fortune plutôt qu'un autre citoyen dans un pays anglophone? Ou bien est-ce que c'est le cadre qui fait que c'est plus difficile? Est-ce que c'est le gouvernement qui met des barrières? Est-ce que c'est la culture qui empêche? Est-ce que c'est les autres, la mentalité citoyenne? Enfin, pour vous, c'est quoi le problème? Je pense ça va, je pense pas qu'on puisse élargir au système globalement. Genre, là, j'ai pas d'idée. Mais en France, par exemple, je pense la manière dont le monde du travail est organisé, c'est-à-dire toutes les sécurités qui sont liées au monde du travail, ça c'est un exemple spécifique. Je pense pas que ça donne forcément beaucoup envie aux gens de quitter cette sécurité-là pour aller essayer de faire de l'entrepreneuriat, parce que les milliardaires, la majorité du temps, c'est pas des salariés, c'est des gens qui ont fait leur truc, ils ont pris des risques et autres. Et j'ai l'impression que toute la sécurité qu'a apportée en France, encore, je pense pas qu'il y ait autant de sécurité, mais ça rend les gens beaucoup plus confortables, parce que tu te dis, tu vas quitter ce truc-là où tu auras le chômage, etc., pour venir dans un monde super risqué, en sachant que, je me rappelle plus exactement de la stat, mais c'était moins de 10% des startups qui réussissent. Donc, tout ce truc-là, même si t'es pas hyper bien payé, pour venir dans un truc où tu peux fail, et où tu vas, selon les statistiques, fail. Donc, je pense que c'est quitter ce matelas de sécurité-là qui ne pousse pas les gens. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a de la sécurité aussi, mais je pense beaucoup moins qu'en France. Du coup, par rapport à la population aussi, ils sont beaucoup plus nombreux, donc ça favorise. Quelqu'un aura plus de facilité à se dire, ok, j'ai une idée, je débute, de toute façon, c'est pas comme si mon travail me couvre énormément. Et vu que là-bas aussi, c'est les compétences qui le valorisent, même si tu fais ton business et que ça prend pas, tu reviens, bah, t'as toujours ta compétence initiale, tu peux show off encore et réavoir ton job, tu vois. Mais ça, c'est spécifique au pays. Je sais pas si vous avez des idées qui sont moi, je pense qu'il y a plein de choses qui font, si tu prends par exemple le Nigeria, ou quand tu prends le top 10, le premier c'est Aliko d'un côté. Déjà, je pense qu'ils ont une économie de consommation nationale. Ouais. Donc ça fait que si aujourd'hui tu lances un projet qui bénéficie à la population, automatiquement tu as plus de chances de devenir milliardaire, en tout cas de générer du profit avec ton projet, qu'en Afrique francophone où genre on est vraiment, je sais pas si c'est la colonisation, je sais pas si c'est le gouvernement, mais on a vraiment cette mentalité de vu que ça vient de l'extérieur, c'est mieux que ce qu'il y a à l'intérieur du pays. Après, je dis ça, mais faut voir un peu comment les entrepreneurs nationaux nous vendent des prix ultra élevés sous prétexte que c'est du made in, en tout cas Côte d'Ivoire c'est le cas. Mais je pense qu'il y a le côté consommation nationale. Je pense qu'il y a la politique aussi du pays qui fait que, bah, en fait, c'est difficile d'accéder au crédit. Parce que peu importe le projet que tu as, c'est très difficile de lancer un projet qui te rend milliardaire si tu ne prends pas à un moment donné un prêt, je pense. Et, genre, pour les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, donc, on va rencontrer certains dans le podcast après. Mais, ils vont te dire que, bah, c'est difficile d'avoir du financement, en fait. C'est difficile d'avoir du financement pour ton projet. Alors que je pense que, dans le monde anglophone, surtout au Nigeria, parce qu'ils ont une banque centrale, ils ont presque leur économie dans leur propre, mais c'est plus facile pour eux de générer
du financement pour faire monter leur projet facilement. Et je reviens encore sur le côté anglophone où tu touches un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, si tu lances un projet en Afrique francophone, si tu as de la chance, tu vas réussir à percer dans ton pays. Si tu es encore plus chanceux, tu vas sortir un peu de la sous-région. Mais genre, tu es très vite limité, en fait, parce que il te reste quoi? Il te reste la sous-région ouest africaine, donc Mali, Burkina, Sénégal. Et si t'es vraiment chaud, tu peux aller toucher un peu Cameroun, Congo, tout ça. Ouais. Mais une fois que tu finis tout ça, c'est fini. Genre, t'as pas d'autres moyens de percer, tu vois. Et donc, je pense que c'est tout cet ensemble-là qui fait que c'est difficile pour nous d'avoir des gens qui sortent du lot et qui sortent du lot qui c'est compliqué. C'est juste d'avoir des gens qui sortent du lot et qui deviennent milliardaires. Et aussi, je veux terminer juste sur le côté éducation. Je pense que moi, je sais pas pour vous, mais on a plus déjà cette mentalité de va à l'école, trouve un travail, et puis voilà quoi. Genre, tu vis comme ça. Tu veux dire en Afrique francophone? En Afrique francophone, on a mentalité de dire, bro, va à l'école, donc apprends. Mais on doit faire une activité qui te permet d'être riche ou bien de générer de l'argent. C'est va à l'école, deviens docteur, deviens avocat, deviens, je sais pas, ingénieur. Tu vois, c'est ça. Donc, je sais pas. Non, mais juste par rapport à ça, j'ai une petite anecdote, c'est drôle. Mais je me rappelle, on était en prépa, donc à l'INP, en 2e année, je crois, et on avait une amphi où on était en discussion avec le directeur, tu vois. Et donc, je crois qu'il nous posait des questions sur quels sont les problèmes qu'on rencontre, etc. Et il y a notre chef de classe, Big Up, qui a pris le micro, et il a dit, personnellement, genre, à titre personnel, genre, lui, qui voulait faire du business, tu vois. Il était à l'INP, 2e année de prépa, tu vois, c'est chaud. Je lui dis, il veut faire du business. Il était lavé, bon, correctement, tu vois, remis à sa place, etc. Mais comment tu fais du business, c'était tes études. Mais c'est juste que ça revient, tu vois, à ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est pas dans notre éducation, dans notre mentalité. En tout cas, il n'y a aucun parent que je connais, tu vois, qui dit à son enfant, va à l'école, mais en même temps, apprends à faire quelque chose à côté, tu vois, pour générer de l'argent ou un truc comme ça, tu vois. Et même, souvent, les parents qui font ça, on va leur dire qu'ils sont irresponsables parce qu'ils peut-être ils vont mettre l'éducation de leur enfant, ou bien, enfin, la scolarité de leur enfant au détriment, tu vois. Donc, je pense au Nigeria, par exemple, quand tu regardes les séries nigérianes, tu vois les gosses de 18 ans, enfin, je dis gosses comme si j'étais un peu bien. Non, mais t'es vieux, mais non, man. Tu passes les 38 ans. Ouais, bon. Tu vois les gosses, en tout cas, voilà, ils arrivent au lycée en voiture. Et des fois, c'est même pas, non, des fois, c'est même pas les voitures que leurs parents, tu vois, leur achetaient. C'est vraiment des voitures qu'ils ont achetées parce qu'ils font ils vendent des trucs en ligne, ils se débrouillent, ils font des activités qui leur rapportent de l'argent en plus d'aller à l'école. Et justement, quand ils sortent d'école, certes, ils vont travailler dans leur domaine de, tu vois, spécialité, ce qu'ils ont fait, etc. Mais ça ne les empêche pas d'avoir un business à côté. Nous, la dernière fois, je suis tombé sur un documentaire qui parlait d'une dame en Côte d'Ivoire, tu vois, qui a fait des études, je crois, elle est docteur en biologie, un truc comme ça, bac plus 8, genre vraiment, elle a bossé et tout, une grosse tête. Et elle, je crois, elle vendait pas au fou. Oui, ça, la vie, ça coule. Non, je ne vois pas d'elle, c'est lui qui a fait. Non, c'est lui qui a fait. Parce que il commence, en fait, il fait un contraste de fou. Il commence, ouais, bac plus 1, et puis, sans préavis. Et puis, elle vendait pas au fou. C'est que vous comprenez que, tu vois, il y a vraiment, comme tu dis, un gros contraste entre ce qu'elle a fait, tu vois, comme étude, plus ce qu'elle faisait comme activité. Mais ça, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que il y a, je sais pas, il n'y a pas de besoin forcément de biologie. Peut-être, tu vois, une difficulté au niveau du monde dans ce domaine-là. Et cette mentalité de dire, je sors complètement de mon cadre d'action pour faire autre chose, tant que ça peut me générer des bénéfices, et puis tant que voilà, c'est quelque chose que je peux faire, que je sais faire. Moi, je pense que c'est totalement. Après, peut-être elle le fait. Non, je ne veux pas décrédibiliser ce qu'elle fait. Mais est-ce que si elle avait trouvé un travail en sortie d'études, ou une opportunité en sortie d'études, est-ce que non, elle n'avait pas fait, mais c'est justement parce qu'elle trouve. C'est le fait qu'elle soit dans le besoin et elle a fait ça, ou le fait qu'elle s'est lancée même si elle n'en a pas besoin. En fait, là, c'est pas pareil moi, je me lève aujourd'hui, je vends de la tiki pour générer du revenu, pour au passage acheter mon atiki à Paris, livraison gratuite. Genre, c'est pas parce que genre aujourd'hui je fais de la tiki pour avoir du revenu supplémentaire, c'est pas la même chose que genre je n'ai pas de source de revenus et je dis bon, il ne faut pas rester là sans rien faire. Genre, je suis un garçon, je suis une femme, j'ai besoin d'avoir un peu d'argent sur moi et je vais faire un truc. Je trouve que c'est pas la même manière. Ouais, c'est pas le même risque. Il y a un où t'as rien à perdre, il y a un autre où t'as quelque chose à perdre. Du coup, ouais, effectivement, c'est pas la même chose. Ouais, mais enfin les deux sont à saluer, tout façon, je pense. Oui, donc là où je veux en venir, c'est que il y a cette mentalité là qui encourage dans les pays anglo-saxons comme on le dit, side business. You know. Il faut que je puisse faire quelque chose à côté. Ouais. En plus de mon salaire, en plus, comme tu l'as dit, je connais aucun milliardaire qui est salarié. Franchement, on n'a pas. Mais ça dépend de la devise. Nous tous, on est millionnaires en fin de Guinée. Peut-être si on colle, on peut être milliardaire. En fin de Guinée, peut-être. Ouais. Big up à Sako. Non, mais je suis d'accord avec toi. Genre, c'est très difficile d'être salarié et milliardaire. Mais tu vois, mais c'est très difficile d'être salarié et milliardaire. Mais il dit ça dépend de la devise parce que tu sais, en Côte d'Ivoire, on a un groupe de personnes qui sont milliardaires. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais on sait comment ils ont réussi, tu vois, ils ont réussi à financer ça. C'est pas en finançant l'entrepreneuriat. Ils ont financé comment? Question pour Non, mais en vrai, en parlant de ça, il y a un point que tu n'avais pas mentionné, c'est la corruption aussi, hein, ça rentre dans le truc. Parce que au-delà du fait de la mentalité barrière à l'entrée en Côte d'Ivoire, certains domaines, moi, je trouve que c'est des dingueries. Cacao comme ça, genre le cacao dans le domaine agricole avec l'État, que je ne décrédibilise pas, bien évidemment. Mais je trouve que c'est hardcore d'être privé. Genre, il y a certains qui ont réussi à s'insérer. Un gars, il s'appelle le chocolatier ivoirien, il participe à beaucoup de trucs. Du coup, lui, je pense qu'il y a quelques indépendants, mais il est comme. C'est la communication, ouais. Ouais, la communication aussi, c'est hyper dur à l'époque quand on était jeune. On a vu des opérateurs comme Cause. Cause est venu, je sais pas, peut-être ils ont fait 1 an. Ouais, peut-être ça. Ouais, il y a eu Cause, Coumium, les trucs, genre, c'est des gars, ils viennent, ils vont.
Et à un moment, je me disais, bah, comment est-ce qu'ils font? Et puis, genre, il y a personne qui peut descendre Orange, Move, etc. Pas qu'ils sont mauvais, mais pas de compétition. Bah, pareil sur eau et courant. Surtout des CIE. J'ai jamais entendu autre chose. Ouais. Après, ok. Je pense que tu as dit beaucoup de choses intéressantes. Déjà, tu vois, tu as parlé de l'État. Je pense que l'État joue un rôle beaucoup trop dominant dans les pays francophones. Je dis ça pourquoi? Par exemple, en France, 58% du PIB qui correspond aux dépenses publiques, tu vois. C'est plus de la moitié. En gros, c'est vraiment gros. Ça constitue tout le panier, tu vois, sécurité sociale, les chômages, etc. Tu vois, tout ça. Aux États-Unis, c'est 37%. C'est gros aussi. Mais tu vois que déjà, tu as 20% de marge. Et ça, c'est de l'argent qui est redirigé, par exemple, au niveau de la défense, au niveau d'autres choses. Enfin, on verra bien. Aux États-Unis ou par exemple, au UK, ils vont privilégier l'émancipation du secteur privé plutôt que la mainmise de l'État sur l'économie. Tu vois, tu as parlé de Orange en Côte d'Ivoire et tout ça. Je pense que dans les pays francophones, ils font l'apologie des champions nationaux. Enfin, en France, ici, tu vois, on peut parler de, je sais pas, Total Énergie, EDF. Mais ça, c'est en France, tu vois, nous, l'Afrique francophone, nos champions nationaux, on les compte sur les doigts. Oui, alors, c'est purement ivoirien. Mais tu vois, je veux dire, une fois que tu as un champion qui, tu vois, par exemple, Côte d'Ivoire, on va parler de télécommunications, on va parler d'Orange Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est cette idée-là qui reste directement dans la tête peut-être même du gouvernement, tu vois, c'est Orange, etc. Alors que, bon, dans les pays anglo-saxons, c'est vraiment différent. Tu vois, tu peux être un grand, on a vu je sais pas moi, les Nokia, tu vois, qui sont tombés à cause de, tu vois, du marché. C'est vraiment, là-bas, c'est vraiment libre cours au marché. Mais tu sais, moi, je pense que là, tu viens de pointer du doigt un gros problème. C'est que en Afrique francophone, surtout en Côte d'Ivoire, on n'a pas la mentalité de dire on va créer un champion national, on va créer des champions nationaux. Quand tu prends le Niger, tu vois, dans des secteurs clés, tu vois, la construction, tu as Dangote qui est là-bas. Si tu prends l'agriculture, je crois, j'ai oublié son nom, mais tu vois, il y a des gens, des Nigérians qui sont vraiment dans ces secteurs-là. Je crois que MTN en Afrique du Sud, c'est je pense, hein. Je crois que c'est sud-africain. Tu vois, donc ça, c'est un champion national sud-africain. Tu vois, c'est des entreprises nationales qui mettent en avant, ça fait du soft power déjà, et ça leur permet d'entrer dans des marches. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je vous mets au défi de me citer une seule entreprise, ivoirienne, qui peut compétir avec, je sais pas, Total, dans n'importe quel secteur, qui peut compétir avec des entreprises comme Total, Orange, MTN. Il n'y en a pas, parce que c'est le gouvernement qui n'ouvre pas assez la possibilité aux Ivoiriens qui se lancent dans des projets de pouvoir compétir facilement avec des entreprises étrangères, ou bien c'est les Ivoiriens qui sont paresseux pour ne pas se lancer dans des projets ultra ambitieux. Donc, je sais pas si c'est peut-être une somme des deux ou c'est un camp qui empêche, mais je pense que ça, c'est un gros problème. Si on arrive à se dire, OK, nous, on veut créer des champions nationaux maintenant, à ce moment-là, je pense qu'on pourra avoir des milliardaires. Je pense qu'il y a des chances, et je dis bien des chances, que ce soit lié à la corruption et au gouvernement. Parce que ces grosses entreprises qui sont prédominantes, je pense qu'elles, comment dire ça sans paraître comme gouvernementales, je pense qu'elles donnent, voilà, qu'elles bénéficient. Genre, elles ont des avantages, mais elles donnent aussi certains avantages à l'État de manière voilà, assez élevée. Et ça fait que bah, les gens ont peut-être pas forcément envie de changer par rapport à si on élève un champion national qui sera taxé de manière différente. Parce que je pense que les entreprises nationales, elles sont plus taxées. Peut-être que ça rentre en ligne de compte aussi, hein, je sais pas. Ça encore, ça reste à voir. À voir, mais je pense quand même, quand tu es une entreprise internationale, tu es plus taxé. Et le truc aussi, je pense que ça colle aussi aux Ivoiriens. Je pense quand même, notre génération, on est beaucoup plus entrepreneuriat, mais plus sur les secteurs informels, pas trop sur les trucs hyper pratiques du style télécom, informatique, genre ça se développe, mais c'est beaucoup plus dans l'informel, fait ongle, je sais pas. C'est ce que tu dis. Attends, non, mais ça, c'est aussi un point, parce que c'est pas des trucs que tu peux déjà, bon, peut-être que tu peux scale up, hein. Si j'ai une cabine, tu avoir 10 cabines, mais. Alors, à cabine Aziz. Je sais pas. Bon. Je rentre en janvier. J'avais vu des cabines. Bah, je pense que c'est plus transformé en truc de Orange Money maintenant. Ouais, peut-être. Ouais, Orange Money, et puis, enfin, pas forcément pour appeler, mais tu vois, fais les le mobile, ouais, tout ça, ouais. Ça va peut-être l'argent à l'époque. Achète, tu mets ton banc. Non, mais ouais. Ouais, donc tu disais quelque chose. Ah oui, donc je disais que c'est peut-être ça l'une des causes, hein, c'est ce qu'il disait. Et je pense que, je sais pas si les champions, les entreprises internationales sont vraiment surtaxées, mais il faudrait voir ça, quoi. Faudrait regarder ça. Moi, je pense pas que ce soit une question d'idées, tu vois, qui manque. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'on a moins de personnes ici qui ont des idées de développement dans la télécommunication ou dans, tu vois, l'industrie lourde, transformation de cacao, etc. Tu vois, c'est pas ça. Parce que ça, c'est des choses qu'on entend, moi, depuis que je suis petit, j'entends, ouais, il faut que, par exemple, la Côte d'Ivoire ait des usines de textiles, il faut qu'on ait des, tu vois, comme tu dis, des champions nationaux dans l'énergie, dans la télécommunication, tout ça, on entend ça depuis longtemps. Donc, pourquoi est-ce que ça bouge pas? Je pense, financement, parce que bon, aujourd'hui, comme on a dit, vendre de la chip, t'as pas besoin de millions de francs CFA ou n'importe quelle monnaie, tu vois. Faire des ongles, bon, tu vois, t'as ton petit set, t'es tranquille. Ouais. Faire de la photographie. Ça rapporte, ça rapporte. Il y a pas. C'est plus qu'il a. Oui, je peux faire une agence, genre, ça, c'est une preuve vidéo que vous avez pas pris en moi. Non, mais, en fond de la parenthèse. Mais tu vois, par exemple, les gros financements, c'est difficile de les avoir. Dans le monde anglo-saxon, ils privilégient ce qu'ils appellent le venture capital. C'est-à-dire, là où nous, on voit des projets risqués, eux, ils voient des projets risqués, mais aussi, ils voient au-delà, tu vois, du risque, ils voient le retour sur investissement. Donc, ils se disent, allez, on y va. Ça va échouer, ça peut échouer. Et si ça réussit? Si ça réussit, tu vois. Et ce pourquoi ça marche, c'est qu'en fait, comme tu dis, t'as peut-être 5% de startups qui vont marcher, qui vont vraiment fonctionner, mais elles vont exploser. C'est-à-dire, tu as toutes celles qui vont
te fait perdre de l'argent, tout ça. Et puis, tu as les 5% là qui vont te faire fois 1000, fois 10 000. Donc, quand tu fais sur ton portefeuille, ça te fait beaucoup d'argent. Mhm. Ça te, tu vois, ça te compense, on va dire. Mhm. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Aujourd'hui, dans le monde francophone, tu as beaucoup moins de capitaux qui sont injectés via ces moyens-là. Tu vois. Mhm. C'est beaucoup d'investissements plus structurés. On prend de l'argent à la banque, ou bien on demande du financement peut-être au gouvernement, etc. Tu vois. Donc, quand la banque ne veut pas t'accorder de prêt parce que ton projet est trop risqué, Tu l'abandonnes. Ah, tu demandes à aux gens de ta famille, ou bien tu fais ton team. Mais peut-être ils vont pas te donner. Peut-être si tu montres que tu es mort, peut-être qu'ils vont avoir de l'argent, ils vont cotiser facilement. Mais, Non, man, les histoires de non, lui, il n'a pas reçu mon argent, je vais le mettre en prison, c'est hyper commun. mais c'est pas de l'argent pour faire des projets. Si, des fois, toi, ton truc, tu as besoin de 1 million, parce qu'en général, les gens, ils n'ont pas fausse. Bon, à petite échelle, ils n'ont pas besoin de 100 millions. Milieu, école, comme ça flop. Et ça, c'est si tu connais encore des gens qui veulent donner 50 000, 100 000. Bon, ça, c'est un financement, tu as trouvé. Quelle que soit ta famille. En fait, ça c'est une théorie, je pense, qui est vraie. Quelle que soit la famille, il y a au moins un tonton qui a percé. Je ne connais personne qui n'a pas Est-ce qu'il va vouloir te donner? Oui. C'est ça, en fait, le truc. Si t'as percé, c'est 100 000 euros pour toi. Il va pas donner. Le mec, il affiche des millions, mais il va pas. Tu veux Qui va me considérer comme ça, ça Tu veux combien de gars ici? Et après, c'est 300. Mais je suis ton tonton, justement. Non, mais je pense que le financement, c'est un gros problème. On parlait de mentalité. Même tu vois, si on revient même à l'éducation, parce que pour moi, c'est vraiment, il y a des différences notables. Tu vois. Mhm. Et ça se voit même dans les classements au niveau de l'éducation. Par exemple, il y a 27 universités américaines qui sont dans le top 100. En France, il y en a 5, je crois. Mhm. Genre Polytechnique. Mhm. Je crois Polytechnique. Et on parle des universités américaines, mais sans se compter même les universités anglaises. Et c'est ça, en fait. Université anglaise, tout ça. Donc, après, Donc, je pense que si tu prends le top 100, le gros des universités, peut-être tu vas trouver les Américains, les Anglais, les Chinois, les Français, tout ça. Mais je sais pas si je vais dire c'est dommage, alors que quand tu prends au niveau de la technicité même des ingénieurs, tu vois qu'il y a beaucoup de pays qui préfèrent même travailler avec des ingénieurs français parce qu'ils sont, tu vois, peut-être plus techniques. En tout cas, par exemple, quand tu regardes le monde de la finance, il y a beaucoup de boîtes qui aiment bien travailler avec les Français, en tout cas. Tu vois, dans ce domaine-là, genre ingénierie financière, on sait que, tu vois, la France forme les cadres, les quoi. cadres, tu vois. Mhm. En tout cas, les meilleurs ingénieurs financiers, la plupart sortent des masters ou DEA tu vois, de la France ici. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment de la compétence. Après, c'est vrai qu'au niveau des classements et tout ça, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte, mais ça se voit pas tout de suite. Tu vois, c'est... Je pense que même le côté, tu viens dans un pays anglophone, tu apprends l'anglais, ça rentre aussi encore dans les classements quand tu viens. Si tu es déjà anglophone, que tu viens étudier en France, banger. Mais si tu n'es pas anglophone, je pense que tu as du mal à venir étudier en France, en fait. Si tu n'es pas anglophone, tu as du mal à venir étudier en France. Et tu as plus envie d'aller étudier dans un pays anglophone que venir étudier dans un pays francophone. Parce que, aujourd'hui, quand tu finis, si tu veux travailler dans les organisations internationales, donc Banque mondiale, BAD, tu veux travailler dans des grandes entreprises, bah, t'es obligé de parler anglais. Donc, enfin, venir en France, c'est bien, mais voilà, quoi. En tant que jeune africain, c'est en fonction de ce que tu veux faire. Moi, si je peux conclure peut-être sur ça, c'est en fonction de ce que la carrière, de la tenue que tu vas apporter à ta vie, faudra faire des choix, quoi. Si tu veux aller dans une carrière tu vas aller vers l'entrepreneuriat, évidemment que le monde anglo-saxon est meilleur pour toi. Si tu veux aller dans de carrière internationale, le monde anglophone est fait pour toi. Après, si tu es déjà francophone et que tu te dis, bah, moi, je parle déjà français, j'ai pas forcément besoin d'apprendre anglais, je vais juste travailler avec ma petite famille et tout. En vrai, ça, c'est ton monde francophone, quoi. Je pense que... Okay. Après, les gens, je pense que la majorité, ils choisissent pas. Hein. Ils choisissent pas de, est-ce que je vais aller dans le monde francophone ou anglophone. Nous, on n'a pas choisi de mémoire. Bon, peut-être lui, il a choisi, mais on se connaît, on n'a pas choisi. Hein. Quoique, si, je pense qu'à un moment, il y a un choix qui s'opère. Bah oui. Moi, je connais quand même beaucoup de gars avec qui on a fait des commissions en France et tout ça, et qui après décident de partir travailler à Londres ou dans des environnements genre anglo-saxons, parce qu'ils se disent que voilà, là-bas, il y a plus de chances de se développer. Soit INP, soit Wolverhampton. On va dire oui, on avait le choix parce qu'on pouvait rien. C'est vrai. Mais je pense que si tu veux vraiment donner une grosse dimension internationale à ta carrière, je pense que c'est le monde anglophone que tu dois avoir, quoi, en ligne de mire. Et si tu veux aussi avoir ce mindset d'entrepreneuriat, ce mindset de businessman, de projet, comme tu l'as dit au début, bah, c'est forcément le monde anglophone, je pense. Mais tu peux compenser ça avec le monde francophone. Mais je pense que si tu veux vraiment avoir la qualité, c'est le monde anglophone. Non, on ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones. Il y a un facteur à prendre en compte, hein, parce que tu enlèves États-Unis, Nigeria, Ghana, en Inde, ils parlent anglais, ils sont Chine, ils parlent chinois, mais très axé international, recherche pour repartir, travailler là-bas. Je pense, si je dois faire un ratio, je dirais peut-être, je dis n'importe quoi, 4-5 fois plus de pays qui parlent anglais que français, et en plus, c'est reconnu comme la langue du business. Du coup, il y a des gens, ce n'est pas leur langue, mais ils parlent ça parce que c'est la langue considérée comme internationale, alors que bah, le français, c'est pas une langue internationale quelque part. C'est la langue de l'amour. Ah, ça, t'as avoué. Tu as une petite amie. Donc, il y a ça. Ouais, donc finir rapidement vous dire, quand un investisseur chinois va venir en France, ils vont parler anglais. Si un investisseur français va en Chine, ils vont parler anglais, ils vont pas parler français. Hein. Ouais. Le seul cadre où ils vont parler français, ça même à discuter, peut-être si un francophone va d'un autre francophone. Mais là, s'il y a d'autres investisseurs qui sont chinois, mais ils sont pas hyper importants, ils vont parler anglais quand même. Du coup, genre, il n'y aura pas de cadre, à part quand tu vas à l'étranger. Ah, you're coming for France? Yeah! Ah, je parle français, baguette, Paris. C'est comme ça, t'as eu la petite là. Bon, après. Non, mais c'est vrai que l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue de l'affaire et tout ça. Et même sur YouTube, je crois que, c'est-à-dire tous les utilisateurs de YouTube francophones, tout ça,
il constitue quoi, peut-être 5% de YouTube. Ouais, genre si tu veux percer sur YouTube, c'est en anglais. Bientôt, on va commencer à parler en anglais. Non, mais c'est vrai, il faut qu'on. Ah ouais, ça, je savais pas. Il y a des choses. 5%, en fait, c'est-à-dire. Faut dire en anglais. Ah, mais. C'est-à-dire, Ah ouais, je vais une IA vous traduire. c'est-à-dire que tu peux faire de bonnes choses, de très belles choses même. Mais t'imagines, tu touches seulement 5% de la population sur YouTube. Je crois que c'est hyper limité, alors que l'anglais à lui seul, c'est 80% de YouTube. Donc, ouais, donc on a mentionné vraiment beaucoup d'aspects différents sur ces deux mentalités, sur ces deux manières de vivre, anglophone, francophone. Petite question à la fin. C'est, bon, aujourd'hui on est en France, hein. On crache pas sur la France, hein. C'est un beau pays, il y a plein d'avantages et tout ça. Si vous aviez l'opportunité d'aller travailler soit de rester travailler en France, vous allez travailler dans un pays anglophone, deux opportunités, tu vois, on va dire peut-être quasi pareil en termes de rémunération, et qu'est-ce que vous choisirez? Déjà, on va pas sur les mêmes bases en termes de rémunération, man. Non, il dit on suppose. C'est-à-dire, par exemple, tu as un job au States, $100 000, dans un coin où, voilà, $100 000, c'est considéré comme l'argent parce qu'en fonction de la localisation. Et tu as $100 000 à Paris, 100 000 euros. Bon, l'équivalent de $100 000 en euros, tu vois où? Bon, moi, je pense que t'étais plus là. Je sais pas pourquoi on a réalisé ce podcast. Il a bougé. Et toi, Jacques? Oui, c'est pourquoi tu me poses la question. Il a bougé. Après, je bouge pas parce que je suis pas à l'aise en France. Hein. Je vais bouger surtout parce que j'ai envie de faire d'autres choses, genre de vivre l'expérience. Genre, l'ouverture mondiale, man. Ouais. Genre, State, à chaque fois, c'est vrai qu'en France, on est énormément plus proche de vouloir pouvoir partir là-bas, genre, truc, mais pour moi, c'est toujours un autre monde, hein, genre, Mais c'est clairement un autre monde. Faut le vivre, hein. Et toi, tu l'as vécu. J'ai vécu. Avec les BBL et tout. C'est pas de quoi tu parles. On va sans. C'est pas de quoi tu parles. Mais pour terminer, alors ce que j'ai vu aussi, c'est que, alors il y a quand même des préjugés, c'est-à-dire en dehors de tout ce qui est fait avéré de nombres dont on a discuté, statistiques, tout ça, on peut remarquer. Il y a des préjugés derrière, tu vois, le fait qu'on associe peut-être francophone, anglophone à certains comportements. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, on va dire, ouais, peut-être les francophones ils sont un peu moins travailleurs, ils sont paresseux, ou les anglophones sont un peu plus malhonnêtes. Enfin, on dit, tu vas faire du business au Ghana, fais attention, il y a là-bas là, tu vois. Ou bien tu vas travailler en France, bon là-bas ils se réveillent à 10h, tu vois. C'est des trucs culturels, mais tu vois, c'est des trucs qui sont collés peut-être à la peau de certains pays francophones ou anglophones. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, en fait, tu le vois, les Français, on va dire, ils sont un peu râleurs, tu vois, ils vont forcément faire des manifestations. C'est vrai, tu vois, c'est pas des trucs qui sont faux, il faut pas qu'on se montre. Après, même les Américains, tu vois, on dit ils aiment show off quand ils arrivent dans un endroit, genre, on the place, tu vois, tout ça. Donc c'est des trucs qui sont vrais. Et même, petite anecdote au Ghana, je sais pas si c'est le chauffeur a été malhonnête avec moi ou bien c'est moi qui suis con. Quand j'ai fait une course. Et normalement, la course, ça coûtait 16 CD. Tu vois. Mais à l'époque, je titubais beaucoup avec mon anglais. Et le gars, il me dit 16 CD. Tu vois. Et moi, je capte, j'ai un doute en fait. Je dis, c'est 16 ou 60? Il me dit 60 CD. Tu vois, il a capté que je suis francophone et que je comprends pas bien. Donc maintenant, là, il commence à appuyer maintenant sur le truc qui me perturbe. Donc moi, dans la panique, j'ai dit, bon, je vais lui donner 60 CD. Si c'est pas ça, il va me redonner le reste. Je lui ai donné les 60 CD. Il m'a regardé, il a pris. Il n'a pas dit non, c'est pas ça. Et je descends, puis je dis à mes amis, genre, quand vous prenez le taxi, vous prenez de là à là, ça coûte combien? Les gars me disent, non, man, c'est 13, bon, maximum 16, quoi. Il a attrapé ma tête. Donc, en fait, le côté malhonnête, genre, c'est des trucs qui sont là. Peut-être que c'est mon expérience qui est négative, mais tu vas forcément voir des petits trucs comme ça qui sont réels. Après, moi, je suis quelqu'un de base, j'aime pas la généralisation. Je me dis, chacun va vivre sa propre expérience de la chose. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des différences culturelles. Genre, par exemple, tu vas au State, tu demandes à quelqu'un, what do you do? Like, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Il va te parler directement de son travail, etc. Tu vois. Si tu viens peut-être en France, tu lui demandes, qu'est-ce que tu fais? Il va peut-être te parler de ses passions, de ce qu'il aime faire. Tu vois, c'est un peu différent. Et c'est culturel. Après, si tu me parles de préjugés, ah ouais, les Français qui sont comme ça, ils aiment la baguette, tu vois un peu. Je suis pas trop dans ça. Je laisse vraiment les gens faire leur propre expérience. Et je vous encourage à faire votre propre expérience de la vie francophone et anglophone. Honnêtement, si vous avez la possibilité de visiter ou de vivre dans les deux parties de ce monde, faites-le, c'est hyper formateur. Tu vois. Nous, on a eu cette chance-là et on a vraiment pris le positif des deux parties. Donc, aujourd'hui, on sait un peu de quoi on vous parle lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, parce que bon, on entreprend un petit peu. Ouais, tu vois, c'est la mentalité du UK qui est restée dans ma tête. Voilà. J'ai un business un chiffre d'affaires, non, je vais mettre sinon les sacs vont se faire. Dans les side business. Non, moi, je fais rien. Que nous voulons lancer. Voilà, donc, non, mais c'est. Et ça va faire. Donc, en tout cas, pas dans les tests. Anyway, donc ouais, on va conclure en disant que ce soit pays francophone ou pays anglophone, la seule chose qui est vraie, c'est qu'il y a du bon et du mauvais partout. Il y a du bon et du mauvais partout. Comme on dit, choisissez votre combat et puis juste combattez le bien, quoi. Mais voilà, faites vos recherches aussi. Faites vos recherches. Comme il a dit, si vous voulez entreprendre, peut-être aller dans un pays anglophone, ce serait mieux pour vous. Si vous voulez la sécurité sociale, venez en France, c'est pas mal aussi. Ouais. Donc franchement, encore un banger, encore un plaisir d'être avec vous, les gars. yeah, man, Et, you know. ça, c'est la saison 2. C'est ça. Donc, On aura la saison 3, saison 4, saison 5, saison 6. Yeah, so subscribe. après, vous ne pas manquer les saisons. Subscribe, follow, share, and like, we there, like, type shit. Like, bro, I've been in the UK, bro. I know, innit? Je crois qu'il a voulu dire abonnez-vous. Yeah, subscribe, follow, share, Et all of that, like, type shit. There in the Bronx, like, you know, we're doing some sign gangs. c'est pas tout compris, c'était à la fin.